Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Apaisement à l'Assemblée nationale. Après l'incident d'hier, Dominique de Villepin a fait part de ses regrets à François Hollande. La fièvre est retombée, mais le malaise demeure dans une grande partie de l'UMP. Le plan canicule a été présenté aujourd'hui. Pour éviter la catastrophe de 2003, il prévoit, en cas de grosse chaleur, des aides à l'embauche dans les maisons de retraite et un appel au voisinage pour surveiller les personnes âgées isolées. La révolte des petits actionnaires contre les rémunérations ou les opérations financières de certains grands patrons. Suite aux dernières affaires, une plainte est déposée contre l'ancien PDG de Vinci. Action en justice également à EADS pour délit d'initié. George Bush affirme qu'il veut fermer le camp de Guantanamo. Les dirigeants européens lui avaient fait part de leurs préoccupations à ce sujet lors du sommet de Vienne qui se tient en ce moment. Mais la fermeture n'est pas pour tout de suite. Le président américain a fixé des conditions. La Coupe du Monde, David Trezeguet et Franck Ribéry devraient faire leur retour en équipe de France face au Togo après-demain. L'équipe comporterait donc 2 attaquants. Aujourd'hui, le Portugal a battu le Mexique 2-1. Les deux nations sont qualifiées à leur tour pour les huitièmes de finale. Enfin, c'est toujours un grand succès populaire. La fête de la musique, 25e du nom, a commencé un peu partout en France. Nous irons à la Défense, près de Paris, où des dizaines de milliers de personnes sont déjà rassemblées pour le grand concert retransmis ce soir sur France 2. La gauche attendait des excuses. Dominique de Villepin a finalement exprimé des regrets. Il s'est adressé directement à François Hollande après le vif incident provoqué hier par l'accusation de lâcheté qu'il avait formulée. À gauche, la page semble donc tourner, mais c'est à droite, dans le propre camp du Premier ministre, que le malaise persiste. Alexandre Carra, Bernard Connor. S'excusera pas. Dans l'hémicycle, le suspense n'a pas duré longtemps. En aucun cas, je n'ai voulu me livrer à des attaques personnelles que je condamne. Si certains mots vous ont personnellement blessé, je le regrette et je les retire. Les socialistes en profitent et en rajoutent. Il n'y a pas dans cet hémicycle des courageux et des lâches, il n'y a que des députés élus qui ont eu le courage d'affronter le suffrage universel. Pas de réaction de François Hollande, mais dans les couloirs, l'opposition savoure sa revanche. C'est pas parce qu'il a fait 3 pas en arrière qu'il retrouve une légitimité politique. Comme on avait eu avec Jacques Chirac la dissolution pour convenance personnelle, là on a le maintien du Premier ministre pour convenance personnelle et je ne crois pas que ce soit bon pour le pays. Les derniers vilpinistes, eux, sont satisfaits. Eh bien, je trouve que les propos qui ont été formulés par le Premier ministre sont des propos d'apaisement et la réponse qui lui a été donnée par Jean-Marc Ayrault est une réponse d'apaisement. Mais pas d'apaisement dans les rangs de l'UMP où le malaise ne se dissipe pas. Tous les Français, quel que soit leur bord politique. On a un certain nombre de députés à souhaiter, même une majorité de députés, à souhaiter un changement de Premier ministre depuis plusieurs semaines. C'est un pari technique. Attaqué jusque dans son propre camp, Dominique de Villepin est de plus en plus isolé. Le Premier ministre espère maintenant que les vacances parlementaires dans 10 jours permettront au gouvernement de souffler un peu. Zizanie à droite donc, mais concurrence à gauche où la campagne continue en vue de la désignation du candidat socialiste à l'élection présidentielle. Jack Lang et Ségolène Royal se sont livrés à un duel à 2 jours d'intervalle face aux militants parisiens. Ségolène Royal qui vient d'annoncer qu'elle avait changé de position sur un sujet sensible, le mariage et l'adoption par les homosexuels. Jeff Wittenberg et Emmanuel Beck. Chez Ségolène Royal, on appelle cela un forum et surtout pas un meeting de campagne. Dans la réalité, 600 personnes qui accueillent bruyamment la championne des sondages à Paris, devenue avec les nouveaux adhérents la première fédération du PS, et en prime, certains supporters particulièrement galants. Vous êtes encore plus belle en réel qu'à travers les médias. Ségolène Royal apprécie le compliment. Merci. Sur la démocratie participative. Puis elle tente de parler d'autre chose. Qui est aussi un beau concept. Vous n'êtes pas mal non plus d'ailleurs. Hier soir, entre One Woman Show et ambiance un peu professorale, on a peut-être eu un aperçu du style de la future campagne, avec la volonté de coller à l'évolution des mœurs et de l'opinion. Sur le mariage homosexuel et l'adoption par des parents du même sexe, Ségolène Royal a changé d'avis. J'ai écouté, comme là, écouté pour agir juste. Cette réforme est inscrite dans le projet du Parti socialiste, donc elle se fera. Un autre prétendant a choisi Paris pour accélérer sa campagne et lui aussi a des supporters.
Nous, on pense que c'est le meilleur. C'est le meilleur. Je le dis et je le répète. Vive la France, bah ouais. Voilà. Vous êtes d'accord. Je ne peux pas les désapprouver, autrement ils seraient très en colère. Un décor volontairement dépouillé, Jack Lang veut recentrer son image. Moins de spectacle, plus d'austérité, apparaître plus présidentiel en un mot. En mon âme et conscience, aujourd'hui, je me sens en mesure d'assumer cette fonction. Et pour ceux qui l'auraient oublié, l'ancien ministre de la Culture est allé assister à plusieurs concerts aujourd'hui. Une façon de rappeler que l'événement du jour, la fête de la musique, c'est à lui qu'on le doit. Sur ce terrain, Jack Lang a de l'avance. Et on y reviendra bien sûr à la fin de ce journal. Il y a 3 ans, à la stupéfaction générale, la vague de chaleur sur la France avait fait 15 000 morts. Depuis, un plan canicule est présenté au début de l'été. C'était le cas aujourd'hui encore. Le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, veut donner la priorité à la lutte contre l'isolement et aux embauches saisonnières dans les maisons de retraite. Anne-Guéry, Philippe Turpot. Les ventilateurs tournent à plein régime, aujourd'hui comme tous les jours depuis le début du mois. On boit beaucoup, on baisse les stores, c'est l'état de vigilance dans cette maison de retraite, comme partout en France, conformément au plan canicule. Le plan canicule 2006, c'est d'abord de l'argent. Ce budget aujourd'hui est prévu de 17 millions d'euros pour faire face à des besoins de personnel dans les maisons de retraite qui auraient besoin de recruter si nous étions face à la canicule. Le plan canicule, c'est ensuite 3 niveaux d'alerte au lieu de 4. Tout d'abord la veille saisonnière du 1er juin au 31 août, surveillance sanitaire sur tout le territoire. Deuxième niveau, l'action. 3 jours avant l'arrivée d'une vague de chaleur, les moyens d'intervention sont prêts. Enfin, la mobilisation maximale, plan hors sec, intervention de l'armée et des pompiers, et dans les maisons de retraite, mobilisation de personnel supplémentaire. C'est bien le problème pour les directeurs d'établissement. Il faut doubler le nombre des professionnels, il faut créer à peu près 250 à 260 000 personnels supplémentaires pour aider les personnes âgées. Le plan satisfait quand même les professionnels car il prévoit le recensement des personnes âgées isolées, plus d'informations dans les mairies et les commerces, bref des mesures pour rompre l'isolement et éviter la surmortalité de 2003. Justice, un point final aux affaires suscitées par l'arrêt Perruche. 2 familles d'enfants nés avec des handicaps congénitaux, handicaps qui n'avaient pas été décelés pendant la grossesse, ont obtenu 4,9 millions d'euros d'indemnité de la part de l'État français. C'est ce qu'on avait appelé le préjudice d'être né. Depuis, une loi a mis fin à cette jurisprudence, mais ces 2 cas-là étaient antérieurs. Nicolas Châteauneuf, Alain Dubas. 2 enfants, un même handicap. Les filles de la famille Maurice, filmées ici il y a 4 ans, sont atteintes d'une forme de myopathie. Chez la plus jeune, la maladie génétique n'a pas été détectée avant sa naissance à cause d'une erreur du laboratoire. Pour obtenir réparation, les Maurice ont dû aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Premier acte, 17 novembre 2000. L'arrêt Perruche rendu par la Cour de cassation ouvre la voie aux indemnisations des enfants nés avec un handicap non décelé pendant la grossesse. La famille Maurice touche 150 000 euros. Deuxième acte, au terme d'un vaste débat, la loi Kouchner du 4 mars 2002 met fin à la jurisprudence Perruche. Selon le texte, nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La famille Maurice doit alors rembourser 135 000 euros. Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme estime aujourd'hui que la loi ne pouvait s'appliquer à certaines affaires. Toutes les familles qui avaient introduit des recours avant le vote de la loi du 4 mars 2002 ont le droit d'obtenir l'indemnisation. En revanche, pour celles qui n'avaient pas introduit de procédure avant, la loi en principe s'applique. Aujourd'hui, 2 familles dont les Maurice ont signé un accord avec l'État. Elles percevront près de 2 400 000 euros chacune. Selon leurs avocats, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme concerne en France une vingtaine de familles. Justice encore, on évoquait hier le cas de ce pompier trahi par son ADN, 19 ans après une affaire de viol et de meurtre d'une jeune fille de 16 ans. Eh bien, l'homme a été mis en examen et écroué aujourd'hui. Il est âgé de 53 ans. Il nie les faits qui lui sont reprochés. Le procureur a précisé que l'ADN correspondait à plus de 99,9%. Et puis le réquisitoire dans l'affaire du trafic de peau belge dans le cyclisme, des peines de 1 à 4 ans de prison ferme ont été demandés contre les 3 principaux pourvoyeurs présumés, un soigneur et 2 cyclistes. Le jugement a été mis en délibéré.
La polémique se poursuit et elle rebondit dans le milieu des grandes entreprises françaises sur les rémunérations et les pratiques financières de certains patrons. Après les autorités boursières, après les hommes politiques, ce sont maintenant les petits actionnaires qui mènent la fronde. Une plainte a été déposée à EADS, une autre au sein du groupe Vinci. Peggy Leroy, Arnaud Miguet, Dominique Marotel. Maître Canois est un homme très occupé ces temps-ci. Il n'arrête pas de porter plainte au nom des petits actionnaires. Aujourd'hui, dans sa mallette, encore une plainte contre X pour délit d'initié dans l'affaire EADS. Des dirigeants ont vendu leurs actions juste avant la chute du cours. Il n'est pas acceptable que, disons, des emplois demain vont être supprimés et que de ce côté-là, parce que vous avez une information privilégiée comme Lagardère et d'autres, vous récupérez des plus-values. C'est scandaleux à ce niveau-là, c'est tout. Les petits actionnaires se révoltent et en appellent à la justice. Hier, ils ont déposé une autre plainte pour abus de biens sociaux chez Vinci. Visé, l'ancien patron Antoine Zacharias et ses indemnités faramineuses, 13 millions d'euros. Des sommes largement étalées dans la presse. Depuis, Antoine Zacharias a été évincé. Pour ce cabinet habitué à défendre les actionnaires minoritaires, c'est la preuve que les médias et l'opinion publique sont des armes bien plus efficaces qu'une plainte au pénal. Ça dure très longtemps. 10 ans, 12 ans, il y a des cas très connus. Et en plus, s'il y a des condamnations, ça ne rentre pas dans la poche des actionnaires. Dans le meilleur des cas, ça revient à la société. L'éviction du patron de Vinci pour salaire trop élevé a créé un émoi dans le patronat français. Vincent Bolloré, actionnaire d'Havas par exemple, a fait voter le plafonnement des indemnités de départ des dirigeants de l'entreprise. Ce n'est pas un problème de morale, c'est un problème d'argent. Nous considérons qu'au-delà d'une certaine somme, il n'y a pas de raison que la société s'appauvrisse et ne donne pas son argent pour des projets et qu'elle donne son argent à ceux qui partent. Des entreprises font donc le ménage dans les Golden Parachutes, mais certains n'y voient que des règlements de compte entre patrons. Le bilan de la discrimination positive à Sciences Po. Il y a 5 ans, la prestigieuse école décidait d'accueillir 17 lycéens issus des ZEP, des quartiers difficiles, sans passer le concours. L'initiative, vous vous en souvenez, avait été très discutée. Aujourd'hui, la première promotion a terminé sa scolarité. C'est un succès. Sur 17, ils ou elles sont 15 à avoir décroché le diplôme. Voici l'exemple de l'une d'entre elles, François-Julien Piennois, Régis Maté. Elle a rapidement trouvé sa place sur les bancs de la prestigieuse école. Iva est aujourd'hui au premier rang des élèves issus de milieux modestes pour recevoir son diplôme. Il y a 5 ans, elle sortait de banlieue et entrait à Sciences Po. Difficile d'intégrer l'élite. On peut parler d'un complexe dans le sens où on n'avait pas forcément les mêmes références, on n'avait pas la même culture, les mêmes références bibliographiques. Et c'est vrai que pour nous, ça a été un challenge d'essayer de combler ce fossé. Et quel fossé! Iva et sa mère ont fui la guerre en Bosnie il y a 15 ans et se sont installés à Saint-Ouen. Dans ce lycée classé ZEP, Iva était une élève brillante. En terminale, Sciences Po frappe à la porte, pas de concours à passer, un bon dossier, quelques épreuves et elle est reçue. C'est vrai que c'est quelque part une revanche, mais c'est vrai que si on part du principe de l'égalité des chances, on peut se dire que c'est pas réservé qu'à des personnes qui ont fait leurs études dans des grands lycées parisiens. Oui, pourquoi pas nous? Tu regrettes pas finalement? Non, merci de m'y avoir poussé. Celle qui l'a poussée, c'est Madame Armand, son ancienne prof d'économie. On sentait quelqu'un de curieux, quelqu'un qui avait envie de réussir. Donc maintenant, jeune cadre dynamique, tu vas toucher un salaire qui est à peu près le triple du mien. Même cursus, même note, même diplôme que les autres. Comme Iva, ils sont 189 sur 6500 élèves à Sciences Po à suivre ce parcours. 33 lycées sont partenaires et ce n'est pas fini. Il y a 10 millions de Français qui vivent dans les banlieues. Ce serait quand même étonnant que parmi ces 10 millions de Français, aucun ne soit à l'âge de faire des études supérieures et qu'aucun ne vienne à Sciences Po. Je pense que on peut qualifier mon parcours d'un parcours réussi et prête à affronter le marché du travail. Iva devrait faire une belle carrière dans l'audit en entreprise. À la rentrée, d'autres élèves issus de milieux modestes vont prendre sa place sur les bancs de Sciences Po. L'actualité à l'étranger avec d'abord cette déclaration de George Bush. Il affirme qu'il veut fermer le camp de Guantanamo, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Le président américain s'exprimait à Vienne lors d'un sommet avec les dirigeants européens qui ont bien accueilli cette décision. Laurent Boussier. C'était de longue date une demande des Européens et c'est donc en Europe que George Bush l'a confirmé. Je veux en finir avec Guantanamo, que ce soit derrière nous. Une des choses que nous allons faire, c'est renvoyer une partie de ces gens dans leur pays d'origine. Mais d'autres devront être jugés par des cours américaines.
Ce sont des tueurs de sang-froid. Ils continueront à tuer si nous les relâchons. Satisfaction des Européens par la voix du chancelier autrichien. Nous ne pouvons être victorieux dans la guerre contre le terrorisme si nous abandonnons nos valeurs. Camp Delta sur la base américaine de Guantanamo à Cuba. Imaginée à l'origine comme une arme de guerre contre le terrorisme international, cette prison de haute sécurité est devenue au fil des ans le symbole d'un état de non-droit, inefficace dans la collecte du renseignement et catastrophique pour l'image des États-Unis. Capturés en Afghanistan, en Irak ou même au Pakistan, 759 prisonniers ont été incarcérés ici en 4 ans, sans jugement, sans défense et sans les protections accordées habituellement aux détenus. Mis à l'isolement total et interrogatoire musclé, les conditions de détention sont très dures. La semaine dernière, 3 prisonniers, 2 Saoudiens et 1 Yéménite, ont été découverts pendus dans leurs cellules. Depuis longtemps, les tentatives de suicide sont nombreuses et les grèves de la faim se comptent par centaines. Entre les uniformes oranges des détenus dangereux et les combinaisons blanches de ceux qui coopèrent, il y a en ce moment 457 prisonniers à Guantanamo. Aujourd'hui, les Américains semblent vouloir fermer Camp Delta, mais pas avant de savoir quoi faire des prisonniers. En Irak, l'un des avocats de l'équipe de défense de Saddam Hussein a été tué ce matin après avoir été enlevé près de son domicile. C'est le 3e défenseur de l'équipe de l'ex-président à être assassiné. Les Américains affirment qu'une protection rapprochée lui avait été proposée, mais qu'il l'avait refusée. Et puis, nouveau combat en Afghanistan. Une quarantaine de personnes, essentiellement des talibans, ont été tuées par les soldats de l'armée afghane et de la coalition. Ce sont les affrontements les plus violents depuis la guerre. Dans le sud du pays, bastion des talibans, notre envoyé spécial a pu suivre les soldats canadiens qui mènent cette offensive et qui sont désormais en charge de la région. Reportage Gilles Jacquier. 5 heures du matin, district de Pashmoul à l'ouest de Kandahar. Les chars canadiens prennent position. C'est ici que l'armée a installé une base avancée. Face aux militaires, les talibans mènent une résistance farouche. Le colonel Hope donne les dernières instructions à ses hommes avant de partir en mission. Maintenez le feu sur eux en permanence. C'est la seule manière de gagner. Et je sais que c'est dur. Je sais qu'il fait chaud. Je sais que c'est sale. Mais il faut le faire. Depuis 1954, fin de la guerre de Corée, le Canada n'a participé qu'à des missions de maintien de la paix à travers le monde. Avant, on ne cherchait pas le combat. Mais ici, on cherche le combat. C'est quelque chose qu'on veut parce qu'il faut qu'on tue l'ennemi pour assurer la sécurité. Leur mission, débusquer les talibans, les traquer. La compagnie Charlie est en charge de ce travail. Les rebelles ont changé de stratégie et depuis 1 an, ils n'hésitent pas à affronter directement les forces de la coalition. Pour dissuader les villageois de soutenir la résistance, le lieutenant Alcock a sa méthode. Ce n'est pas une bonne idée d'aller rejoindre les talibans, parce que mes soldats sont très bien entraînés, ce sont de bons tireurs, et vous allez tous mourir. Si vous voulez vous battre, rejoignez l'armée afghane. Mais il a aussi d'autres moyens de pression. J'ai aussi cet argent pour vous si vous m'indiquez des caches d'armes. C'est gentil de votre part, mais on ne veut pas de votre argent. C'est notre pays, avec toutes nos forces, jusqu'à la dernière goutte de notre sang, on le protégera. Dans cet autre village, les habitants se sont enfuis sur ordre des talibans et par crainte d'être pris dans les combats. Ici, ces affrontements ont fait plus de 150 victimes chez les rebelles. Maison après maison, les Canadiens aux côtés de l'armée afghane fouillent tout le village, afin, comme ils le disent, de nettoyer la zone. On ne veut pas être violent et casser des portes, mais nous devons le faire pour assurer notre sécurité. Plus tard, un enfant vient dénoncer la seule famille restée dans le village et l'accuse d'héberger des combattants. Il faut intervenir. Sortez d'ici, levez les mains, sortez d'ici. Du calme les gars, on reste cool. Dis à ces femmes qu'on ne veut pas leur faire de mal. Choqué par la manière d'agir des soldats, le chef de famille préfère sortir de la maison à l'écart des femmes. L'interrogatoire commence. Le vieil homme se défend de soutenir les rebelles. Vous avez des chars, des avions, des armes. Et vous n'arrivez pas à les arrêter. Comment voulez-vous que moi je les attrape?
On va venir les tuer, on va balancer plein de bombes et tirer partout. C'est ça ce que vous voulez? Alors continuez à ne rien dire. Il est 19h, le lieutenant écourte la discussion. 2 mondes séparent ces 2 hommes. Depuis février, 8 soldats canadiens ont été tués dans l'opération Assaut contre la montagne. Et la coalition revendique 1000 pertes chez les talibans. Mais aujourd'hui, sur la base de Kandahar, c'est le cercueil d'un militaire américain qui rentre au pays. En Grande-Bretagne, une curiosité. Comme chaque année pour la célébration du solstice d'été, des milliers de personnes ont afflué sur le site préhistorique de Stonehenge autour d'un cercle de pierre vieux de 5000 ans, des druides, des hippies, une foule bigarrée pour une cérémonie mystique, mais un peu pluvieuse cette année. Maryse Burgot, Dominique Marotel sur place. 4h58 ce matin, lever de soleil entre 2 menhirs et drôle de complainte sur le site préhistorique de Stonehenge au sud-ouest de l'Angleterre. Ces milliers de visiteurs au look assez improbable attendaient ce moment depuis des heures. Bienvenue dans le monde des druides britanniques. Il fêtait aujourd'hui le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Et comment êtes-vous devenue druidesse? C'est héréditaire, j'ai été élevée comme une druidesse, c'est une tradition du côté de ma mère comme de mon père. La religion des druides est basée sur la nature. Nous croyons que les arbres, les paysages et les pierres ont un esprit. Tout ce que l'Angleterre compte de hippies et autres babacools semble s'être donné rendez-vous autour de ces pierres de 40 tonnes chacune, des pierres censées donner de l'énergie à tous ceux qui les touchent. C'est magique d'être ici. Cette pierre est très douce, elle me calme. Un lieu magique parce que mystérieux, nul ne sait vraiment aujourd'hui comment et pourquoi il fut érigé par des hommes 3000 ans avant Jésus-Christ. Même en dehors de cette journée bien particulière de solstice d'été, ce lieu est l'un des plus visités de Grande-Bretagne avec 800 000 touristes par an. Les pierres de Stonehenge sont même inscrites au patrimoine de l'humanité. Une réunion mondiale des spécialistes des crocodiles. A priori rien d'extraordinaire, sauf qu'elle se déroule sur un site français, à Pierrelatte, où vivent 400 animaux. Ils profitent en fait de l'eau chaude issue de la centrale nucléaire voisine. L'endroit est unique en Europe. Reportage Denis Sébastien, Éric Jacquin. Surtout, ne pas se fier à leur calme trompeur, ni à leur apparente immobilité. Les crocodiliens, comme les scientifiques les appellent, savent se montrer vifs et féroces. La ferme de Pierrelatte en compte 400. Installés ici parce que profitant des eaux chaudes d'une centrale nucléaire située à proximité. Parmi les spécialistes venus au congrès, une jeune universitaire. Amélie Vergne travaille sur l'acoustique des crocodiles. Elle enregistre et tente de décoder les sons qu'ils émettent dès le plus jeune âge. Non seulement c'est une exception parce que sur le seul reptile à émettre des sons, et en plus, oui, ça n'avait pas vraiment été étudié jusqu'à présent. Il est connu que les crocodiles émettent des sons, mais de façon très expérimentale, il y a très peu d'études qui ont été réalisées sur ces animaux. Autre participant au congrès, autre profil, Jean-Pierre Ostruy. Cet autodidacte vit en Guyane française. Il tente d'y développer un site d'élevage et de conservation d'une espèce menacée, le caïman noir. Alors mon pépère, il est difficile de faire accepter qu'on puisse être passionné et qu'on puisse porter du temps, de l'amour à des animaux qui, il ne faut pas l'oublier, il y a très peu de temps, finissaient plus dans l'assiette que sur un plan d'eau autour d'une maison. Les fermes, comme celle de Pierrelatte, participent à la sauvegarde du crocodile. Les œufs peuvent être couvés et les jeunes ensuite relâchés dans leur milieu naturel. Malgré cela, sur les 23 espèces recensées dans le monde, une vingtaine sont encore menacées. La Coupe du Monde, c'est dans 2 jours que la France joue sa qualification face au Togo, difficile de l'ignorer. On entendra dans un instant les premières indications sur la composition de l'équipe. Mais après 2 matchs nuls en 2 matchs, certains s'interrogent sur les choix de Raymond Domenech. C'est vrai que c'est un sport national de critiquer les entraîneurs et si la France se réveille, il sera sans doute vénéré. En attendant, il est sévèrement jugé à Artsen, Manuel Tissier, Vincent Bouffartigue. Le jour de gloire de Raymond Domenech arrivera peut-être un jour.
Mais à 48 heures d'un match à qui tout double, la France s'interroge sur son sélectionneur. Son poids dans l'équipe, sa personnalité et surtout ses compétences d'entraîneur alimentent les questions des journalistes en Allemagne. Et les réponses des joueurs varient selon leur statut et leur génération. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je voulais que je lui dise? Qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai eu chez les Espoirs. Je sais que c'est un bon coach. Et je sais aussi que la question ne se poserait pas si on était qualifié. Depuis sa prise de fonction en juillet 2004, le Lyonnais a rarement travaillé dans la sérénité. La reconstruction après l'échec de l'Euro et le départ des anciens n'a pas donné les résultats attendus. Match médiocre, qualification compromise, Domenech a dû se résoudre au retour de Zidane et ses amis en sauveur de la patrie. Et si le dialogue existe entre le capitaine et le sélectionneur, les relations sont parfois tendues. Les images sont trompeuses, affirme pourtant Domenech. Je ne vais pas courir après un joueur ou il ne va pas courir vers moi pour que vous soyez tous contents et on s'est vu, on s'est embrassé, voilà, tout va bien. Il n'y a aucun joueur qui sort content. Qui commande chez les Bleus? La discussion, voire la négociation est permanente, mais les choix de Domenech ne font pas toujours l'unanimité. S'il est têtu, s'il a la même équipe, s'il ne lui donne pas plus de peps et surtout un ton beaucoup plus offensif, ça y est, on se fait éliminer. Les Français adorent détester leur ministre du football. Domenech ne sera pas l'unique responsable d'un éventuel naufrage, mais comme d'habitude, il sera tout seul pour payer l'addition. Manuel Tissier qu'on retrouve en direct. Bonsoir Manuel. On s'interroge aussi sur l'équipe de France, bien sûr, qui sera sur le terrain après-demain. David Trezeguet et Franck Ribéry sont pressentis pour être titulaires. Oui, ce matin, Raymond Domenech a organisé un entraînement qu'il voulait être très discret, un entraînement qui n'était pas prévu au programme, mais les informations ont filtré et effectivement, il semblerait que David Trezeguet, 32 buts en équipe de France, soit aligné en duo d'attaquants avec Thierry Henry, ce seraient donc les deux meilleurs buteurs français en activité qui seraient alignés d'entrée. Et puis, il y aurait également le retour de Franck Ribéry en tant que titulaire, une équipe donc très offensive qui est en passe d'être alignée. Il en faudra une pour passer au moins 2 buts de plus aux Togolais et assurer à coup sûr la qualification. Apparemment, Manuel, l'ambiance est plus détendue. Vous avez rencontré un Raymond Domenech plus avenant. Absolument, Raymond Domenech paraît très serein, très décontracté, assez loin de l'image du sélectionneur irrité qu'il renvoie parfois, comme s'il voulait communiquer sa confiance à tous, joueurs et public, une confiance dont les Bleus auront bien besoin pour ne pas être tétanisés par l'enjeu. Merci Manuel. Pendant ce temps, les matchs continuent. Cet après-midi, le Portugal a battu le Mexique 2-1, mais les deux équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Hier, la Suède et l'Angleterre ont fait match nul 2 partout. Christophe Duchiron. Mexico. Bien sûr, ils ont des têtes à chapeau, mais qui mieux que les Mexicains portent le sombrero et si besoin poussent la chansonnette comme des chanteurs de Mexico? Franchement, personne. Chez les Portugais, on porte l'écharpe à merveille à bout de bras pour soutenir du mieux possible une équipe déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Il n'empêche, le Portugal fait honneur à son rang et ouvre joliment le score après 5 minutes de jeu grâce à Maniche, 1-0. Pour avoir mis sa main au ballon dans sa surface de réparation, le Mexicain Marquez provoque un pénalty en faveur du Portugal. Malgré le spectacle de danse du goal, Simao le Portugais marque sans rigoler, 2-0. 5 minutes plus tard, le Mexique prouve qu'il a de la ressource et du ressort. Fonseca de la tête réduit le score, 2-1 à la mi-temps. En deuxième période, pénalty pour le Mexique. Omar Bravo s'exécute en force, mais en faiblesse, 5 mètres au-dessus. Preuve que ce n'était pas le jour des bravos, un peu plus tard, Omar rate encore l'occasion de se faire applaudir. Conclusion, ne pas confondre un héros à la sombre figure et un sombrero sur la tête. Malgré sa défaite 2-1, le Mexique se qualifie pour le tour prochain. Hier soir, pour fêter la qualification des leurs en huitième de finale, des supporters anglais sans flegme ont joué leur triste après-match, musclés corps à corps, selon leurs mauvaises habitudes. Tout un contraste avec l'anglais Joey Cole, qui casse lui la baraque en beauté et en première période avec un but splendide. Égalisation suédoise en début de deuxième mi-temps, au passage c'est le 2000e but de la Coupe du Monde. Arrivent les 5 dernières minutes et le but de l'anglais Gérard. Et puis l'égalisation du Suédois Larsson pendant les arrêts de jeu. Les Suédois qualifiés eux aussi, des fans anglais qui ont du savoir-vivre. La soirée ne fut pas si mauvaise.
Et on connaît donc les deux premières affiches des huitièmes de finale. Samedi, l'Allemagne rencontrera la Suède. Dimanche, l'Angleterre affrontera l'Équateur. Fin de parcours en revanche aujourd'hui pour l'Angola qui a fait match nul, 1-1 face à l'Iran. L'Iran a été déjà éliminé. Le mondial et son impact économique maintenant. Comme prévu, les ventes de téléviseurs flambent, en particulier les écrans plats. Christelle Marty, Frédéric Pasquette. Le mondial en long, en large et sur écran plat. C'est la star de la Coupe du Monde. Pour les fans de foot, une bonne occasion de se faire plaisir. J'ai un petit écran de 65 cm. Quand je vois ce qu'il y a ici, je pense que ça n'a absolument rien à voir. On se croit un petit peu Zidane et je crois oui, en tout cas, on se croit un spectateur privilégié, ça c'est certain. C'est pas que pour regarder le foot aussi, hein. Voilà. C'est le prétexte, c'est peut-être la Coupe du Monde, mais après c'est tout ce qu'il y a derrière, quoi. C'est-à-dire que avoir un écran de meilleure qualité, une image de meilleure qualité. L'écran va être capable de restituer une image nette. En quelques semaines, les ventes d'écrans plats ont bondi malgré des prix encore élevés jusqu'à 6 000 €. Dans ce magasin, ils ont triplé, un meilleur score que pendant les JO. Aujourd'hui, on sait très bien que le football est un des sports rois sur la planète et c'est probablement une des raisons qui motive autant les achats. La Coupe du Monde, une aubaine donc pour les grandes enseignes d'électroménager ou les hypermarchés. À coup de promotion, le match est serré. On a fait l'offre commerciale bien avant avec des bons d'achat de 50 € pour 500 € par tranche. On a aussi prévu des crédits gratuits. En 10 jours, du 10 mai au 20 mai, on a fait 10% du chiffre d'affaires de l'année. Les magasins parient désormais sur les exploits de l'équipe de France pour continuer sur leur lancée et pourquoi pas attirer de nouveaux supporters. Un succès populaire depuis un quart de siècle, c'est parti pour la fête de la musique. Vous connaissez le principe, classique, rap, techno, amateur, professionnel, tout le monde peut donner de la voix. Les derniers préparatifs avec Michel Monpontet et Zidane Berkous. Ne dit-on pas monter sur scène? Car être sur scène, c'est être à un moment un peu plus haut. Qu'on soit une star dans la vie ou une star juste aujourd'hui. Quelle que soit la musique choisie, le premier défi, c'est d'éviter l'assoupissement du public. Pour ça, choisir plutôt de ramener ses amis et rêver d'une rencontre. Moi j'ai quand même commencé comme ça. Dans les premières années de la fête de la musique, c'est très important pour moi parce que la plupart des musiciens qui m'accompagnent aujourd'hui ou qui font partie de ma famille musicale sont des gens que j'ai rencontrés dans la rue. Même si on choisit ce soir l'ambiance des clubs de rock, tout ça aura le goût de la fête de la musique. L'image, c'est le sourire des gens et puis un peu c'est la concrétisation d'un rêve, moment de gloire, un peu un truc comme ça, quoi. Au moment de gloire, on peut ce soir préférer aussi le moment d'intimité discret. Le tout, en fait, c'est d'oser se jeter à l'eau. Sans se prendre la tête. Et essayer de faire avec ce qu'on a, avec ce qu'on sait. Ou alors, aller voir ceux qui savent, comme par exemple à l'esplanade de la Défense ce soir, décor et affiches de luxe. On va y aller dans un instant. D'abord, on va voir que cette fête s'est imposée jusqu'en prison. Plusieurs établissements organisent des concerts pour les détenus. Exemple à Los, près de Lille, Abdelmostefa, Mathieu Bierden. C'est l'été, en prison aussi. Et devant le centre de détention de Los, les rappeurs du ministère des Affaires populaires sont bien décidés à le rappeler. On sait que c'est un climat qui est particulier, on sait que c'est un climat qui est assez triste, assez sinistre. Mais c'est cool, notre musique, on a une musique qui est colorée, qui est une musique de partage. 14h30, c'est l'heure habituelle de la promenade, sauf que dans la cour aujourd'hui, il y a une scène, avec des détenus pour assurer la première partie et faire causer dans ce qu'on appelle la zonzon. Je pense que demain on en parlera, ça sera, je dirais, les potins de la semaine. Ah, la musique, comme vous avez chanté, c'était super bon de parler. Place aux pros. Face à eux, des histoires de stupéfiants, de mœurs, de vols, d'agressions. Pas une ambiance de concert classique, mais rien d'étonnant pour les deux chanteurs habitués des ateliers d'écriture en prison. Il y a beaucoup de prisonniers qui, dans leur cellule, écrivent beaucoup par rapport à une salle de spectacle où tu vas avoir des jeunes ados qui vont sauter un peu partout et qui vont faire la fête. Donc là, tu vas avoir une retenue, une pudeur qui est par rapport à la condition d'incarcération et aussi une écoute. Fin de concert, on se lâche un peu plus. C'est comme un échauffement avant de se retrouver dehors. Dans cet établissement où l'on purge de courtes peines, 80% des détenus doivent être libérés avant 2008.
Et vous pourrez suivre sur France 2 ce soir l'un des concerts événements avec entre autres Raphaël, Patrick Bruel, Florent Pagny, Diams. On retrouve tout de suite en direct sur le parvis de la Défense le maître de cérémonie Anthony Cavana. Bonsoir Anthony. Quelques gouttes de pluie, on le voit, mais apparemment il y a déjà de l'ambiance. On l'entend derrière vous. Il y a déjà de l'ambiance, il y a du soleil ici sur l'esplanade, le parvis de la Défense. Laissez-moi vous entendre. En cette magnifique journée d'automne, je suis accompagné de Laurent Voulzy, Patrick Bruel et Yannick Noah ce soir qui vont nous interpréter une chanson magnifique que tout le monde connaît. Je vais rien vous dire parce que c'est une surprise, mais regardez, c'est un trio pour un soir. Absolument, un trio de fête. On est content de se retrouver tous les trois pour une chanson mythique écrite par Monsieur Voulzy voilà, donc, et Monsieur Souchon. On est là jusqu'à 1h30 du matin et la foule va rester malgré la pluie. Il n'y a personne ce soir, il n'y a personne. Il n'y a que 100 000 personnes. Il y a du monde ou quoi? Il reste encore un petit peu de place. Et on va faire un petit coucou à tous les groupes qui se produisent partout dans toute la France ce soir. Allez les voir, allez vous amuser avec eux. 25 ans de fête de la musique, on va s'éclater ce soir. Il manque que vous, David, après le JT, on vous attend. Mais je passerai, ne vous inquiétez pas. Merci Anthony, en tout cas, bravo pour votre énergie. On vous retrouve dans un gros quart d'heure. Et puis à noter que c'est en ce jour de fête de la musique que Jacques Lanzmann nous a quittés, écrivain, parolier. Il avait notamment écrit la chanson « Il est 5 heures, Paris s'éveille », interprétée par Jacques Dutronc. Jacques Lanzmann avait 79 ans. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo Patrice Drevet et ensuite donc la fête de la musique autour d'Anthony Cavana. À demain.